Ici Satou. Le mot « enchère » me fait penser à un endroit où œuvres d'art et bijoux sont vendus à l'élite à des prix exorbitants. Difficile d'imaginer comment quelqu'un peut payer 2, voire 10 fois plus que ce qu'un homme d'affaires moyen pourrait gagner en une vie, pour un seul objet. Nous vous attendions, Seigneur Kuro. Lorsque j'ai utilisé mon sort de magie spatiale, retour, pour me téléporter à la compagnie Eshigoya, la directrice m'a accueilli d'une voix aiguë et tendue. Au lieu de son air habituel de femme d'affaires, elle portait la robe élégante d'une noble. Elle ressemblait à celle dont la fille d'un comte s'était vantée au goûter la veille. En consultant Mara, j'ai vu qu'elle provenait du même atelier. Une seule robe coûtait la somme exorbitante de 30 pièces d'or, mais ce n'était pas une somme excessive compte tenu du salaire annuel de la directrice. Allons-y, un instant, s'il vous plaît. Alors qu'Elutérine attendait la main gantée de blanc pour me prendre le bras, la voix aigre de Tifalisa l'arrêta net. Venant à la vente aux enchères, elle portait une robe similaire à celle de la directrice au lieu de son uniforme de la compagnie Eshigoya. Lorsqu'elles se tenaient côte à côte, l'une aux cheveux argentés, l'autre aux cheveux dorés, c'était une image magnifique tout droit sortie d'un conte de fées. Directrice, vous avez oublié l'affaire de son Excellence le Premier ministre. Je m'en souviens. Miss Manager s'éclaircit la gorge sous le regard glacial de Tifalisa. Et le Premier ministre? J'avais prévu de vous le dire une fois que nous serions installés à nos places VIP pour la vente aux enchères. Êtes-vous sûr que vous n'étiez pas tellement excité à l'idée d'un rendez-vous avec Lord Kuro que vous l'avez oublié? Un membre du personnel de direction passa la tête dans la pièce pour taquiner la manager. Cela lui valut un regard noir, qui la fit courir dans la pièce voisine en s'écriant en plaisantant. « Oh, c'est flippant !» La manager Elutérina agita frénétiquement les mains, le visage rouge vif. « Franchement, ne pourrait-il pas prendre ça plus au sérieux? Nous allons bientôt nous rendre sur le champ de bataille. Vous pourrez vous réjouir après avoir rempli vos devoirs. Dès bien sûr, je vous servirai de tout mon cœur. » Pour une raison inconnue, la réprimande fit rougir son visage d'un rouge encore plus intense. Elle devait avoir pris le mot « devoir » d'une manière étrangement perverse. « Seigneur Kuro, avec votre permission, je transmettrai le message moi-même. Hier soir, nous avons reçu une note verbale du Premier ministre nous remerciant pour la livraison rapide des fournitures pour la reconstruction, accompagnée d'une lettre. » Sans laisser le temps au directeur de prendre la parole, Tifalisa me transmit d'un ton sec le message du Premier ministre. Le contenu de la lettre était similaire à celui de la note verbale, mais avec un ajout important. Elle dit qu'il nous paiera par mandat immédiatement convertible en espèces. Le Premier ministre devait savoir que nous récoltions des fonds pour la vente aux enchères. C'était un homme attentionné pour un tel ponte. Eh bien, nous ne voudrions pas que la gentillesse du Premier ministre soit gâchée. Allons faire un tour à la guilde du commerce. J'étais sûr qu'il avait fait envoyer l'argent à la guilde du commerce pour nous rendre service. Je visitais la guilde du commerce avant de me rendre à la salle des ventes, accompagné d'Elutérina et de Tifalisa. Sina, tu es par ici? Dépêchez-vous, messieurs. Pochi vous régalera de brochettes aujourd'hui. J'entendis des voix familières venant de l'extérieur du wagon. En regardant par la fenêtre, j'aperçus Tama et Pochi avec un petit groupe d'enfants, qui couraient partout et achetaient des encas. Un peu plus loin, Lisa et Nana surveillaient les enfants. Mia les accompagnait, accompagnée d'un monsieur qui devait être le musicien avec qui elle se produisait au music hall. Mademoiselle Maître Lulu, ce wrap à la viande est tout simplement délicieux. Qu'est-ce que vous dites? Il faut commencer par des bonbons au blé, mon pote. Lulu était coincée entre un chef de la compagnie Eshigoya et Neruleru, tous deux bavardants. Arisa semblait s'amuser avec eux aussi. Avez-vous vu quelque chose d'intéressant, Seigneur Kuro? Non, j'ai juste aperçu le conseiller Arisa, Neru et les autres, c'est tout. Je me détournai de la fenêtre pour répondre à la question du directeur. Peu après, la calèche franchit le portail bondé et s'arrêta devant la zone de débarquement. De nombreux hommes et femmes, masqués et voilés, étaient présents. Seigneur Kuro, par ici. En entrant dans la salle des ventes, nous avons aperçu une employée d'Eshigoya qui sautillait et nous faisait signe. Alors que nous avancions, une petite fille chevauchant un loup de pierre s'est frayé un chemin à travers la foule. Luna, combien de fois t'ai-je dit de ne pas monter le loup de pierre à l'intérieur? Oh, mais j'aime bien comme tout le monde me regarde quand je monte ça. L'employée semblait indifférente aux réprimandes de son responsable. Tu la puniras plus tard. Sur ce, je laissai l'employé nous guider. Nous franchissions le portail soigneusement gardé et suivions un couloir étroit et sinueux. Seigneur Kuro, c'est ici. Le comptoir des expositions spéciales. J'attendais votre arrivée, monsieur. Mademoiselle Luna vous a tout expliqué. Nous allons analyser et accepter chaque objet dans l'ordre de la liste. J'avais déjà remis la plupart de nos objets à vendre, mais on m'en avait demandé quelques-uns le jour J pour des raisons de sécurité, comme des épées magiques. Un concierge aux cheveux argentés et 2 évaluateurs attendaient au comptoir, ainsi que plusieurs autres fonctionnaires.
Le garde derrière eux était un chevalier chevronné de niveau 40. Veuillez déposer les objets sur cette table. J'ai sorti chaque objet dans l'ordre de la liste et je les ai remis. Puis il s'est retourné pour les remettre à l'utilisateur de la compétence analyse, assis à côté de lui. Qu'est-ce que le monsieur s'est raidi en voyant l'évaluateur affalé contre le mur. Son garde a dégainé son épée et s'est avancé devant le concierge. Bon, je suppose que je ferais mieux de m'expliquer. Cet homme est un voleur. Prenez l'outil magique de camouflage qu'il a caché dans sa poche de poitrine et demandez à l'autre de l'analyser. L'air dubitatif, le concierge a donné les ordres à l'autre évaluateur. C'est un outil magique de changement de travail. Comme le dit le monsieur de la compagnie Eshigoya, cet homme est un voleur. Mais comment? J'ai pris grand soin de n'engager que des personnes de confiance. Contrairement aux fonctionnaires stupéfaits, le concierge frappa rapidement dans ses mains pour attirer l'attention de tous et donna des ordres, en voyant un garde ligoter le voleur et le traîner hors de la pièce. Ça semblait un peu excessif, mais bon, pas de pitié pour les voleurs. En fait, il y en a peut-être d'autres. J'ai effectué une recherche sur la carte, limitée à la salle des ventes. 1, 2, 3. Plusieurs points apparurent sur ma carte pour indiquer les criminels. Je n'allais pas laisser des nuisibles tenter de s'emparer de l'anneau de prière censé sauver Arisa et Lulu de leurs gestes. Je vais aussi me débarrasser des autres nuisibles. J'ai inspecté le meilleur chemin vers mes cibles. Je devrais pouvoir y parvenir par magie. Utilisant clairvoyance et main magique pour trouver et ouvrir les portes fermées sur mon chemin, j'ai murmuré un faux chant et lancé étourdissement à distance sur les cibles que j'avais verrouillées avec ma carte. Je les ai projetées le long du plafond pour éviter de toucher qui que ce soit d'autre. Je voyais les tirs magiques guidés frapper les uns après les autres sur ma carte. 2 d'entre eux ont esquivé la première salve, une tentative de résistance inutile. La seconde était déjà en route, frappant les criminels et les assommant les uns après les autres. Le mal vaincu. Seigneur Kuro? Oups, je me suis un peu emporté. J'ai souri à la responsable pour apaiser son inquiétude. Pas de souci, je m'attendais à ça. Pas de souci? La responsable a cligné des yeux, surprise. Oh, mince, j'avais accidentellement parlé sur mon ton normal au lieu de celui de Kuro. Laisse tomber, reste concentré. C'est vrai, je dois me calmer. J'ai regardé autour de moi le groupe choqué. Les fonctionnaires restaient bouche bée, alors je me suis adressé au concierge, plus posé. Que faites-vous là? Il y en a 2 au 2e étage, 2 dans l'entrepôt et un près du coffre souterrain. Allez les rassembler. C'est vrai, le concierge a donné l'ordre à ses subordonnés de les envoyer appréhender les criminels, puis s'est précipité au coffre lui-même. Franchement, ils auraient pu faire un meilleur nettoyage avant. Une fois le concierge revenu et ayant confirmé que tous les biens déjà soumis étaient toujours en sécurité, nous avons repris le processus de soumission. Nous nous sommes séparés de Luna et de son loup de pierre dans le couloir et avons suivi une ouvreuse jusqu'à la salle d'attente des participants de la noblesse supérieure. L'ouvreuse m'a cependant prévenu de manière détournée que l'utilisation de la magie était interdite dans la salle des ventes. Et voici le processus d'enchère pour la vente aux enchères. Bien que l'explication fût longue, elle n'avait pas grand-chose à retenir. Le seul point marquant était qu'il fallait déclarer à l'avance le nombre maximum d'enchères disponibles, et qu'il était interdit de dépasser ce montant. J'en avais déjà entendu parler par le gérant et Eleuthérina. Avez-vous des questions? Une fois qu'on aura gagné un objet, on pourra le récupérer immédiatement? J'avais quelques questions, mais celle-ci était la plus importante. Non, ils seront apportés à la zone d'échange au 1er étage pendant les entr'actes. Une fois que l'enchérisseur aura récupéré son objet, il sera en sécurité. Soyez prudents, cela semblait être une mesure anti-vol. La vente aux enchères était divisée en 3 périodes de 2 heures d'enchères suivies d'1 heure de pause, pour un total de 9 heures. Si la pause m'a semblé longue au début, il y avait une bonne raison. On a frappé à la porte et une femme est entrée, accompagnée d'un garde. L'expert officiel est là. Maintenant, si vous le permettez, veuillez présenter l'argent que vous avez apporté aux enchères. Le directeur m'avait déjà expliqué pourquoi il était obligatoire de vérifier votre encaisse. Lors des anciennes ventes aux enchères, trop de gens enchérissaient plus qu'ils n'en avaient réellement, ce qui menait à des guerres civiles quasi civiles entre nobles. Une monnaie autre que celle du royaume de Shiga est-elle acceptée? Oui, à condition de l'avoir signalée à l'avance. Sur cette confirmation de l'ouvreuse, je sortis de ma boîte à objets des bourses remplies de pièces d'or et les empilai sur la table. Chacune contenait 1000 pièces d'or. Waouh! Impressionnant. Voilà donc la puissance de cette entreprise en plein essor qui sert déjà la famille royale. Les employés en attente dans la salle d'attente chuchotaient entre eux, captés par ma compétence, oui aiguë. Les ignorants, je continuais à empiler des sacs d'argent sur la table. Quoi? L'ouvreuse et les experts officiels commencèrent à me regarder, surpris. C'est bizarre, ils doivent voir cette somme d'argent tous les jours. Je n'avais plus de place pour les sacs d'argent sur la table et je me suis tourné vers eux. Tout ne rentrera pas sur la table. Puis-je mettre le reste par terre?
Ni l'ouvreuse, ni les évaluateurs, ni même les employés et les gardes n'ont répondu, tous me regardant bouche bée. Il me suffisait d'un oui ou d'un non. Prenant leur silence pour un oui, j'ai laissé tomber d'autres sacs d'argent par terre jusqu'à ce que l'ouvreuse réagisse enfin. Attendez une minute, s'il vous plaît. Quoi, le sol est mauvais? Non, ce n'est pas le problème. La jeune femme, jusque-là raffinée, a commencé à agiter les bras avec une expression plus jeune et plus appropriée. C'était mignon, mais était-ce vraiment acceptable sur le plan professionnel? Combien de pièces d'or avez-vous apporté exactement? Environ 310 000. Pourquoi? D'après les recherches de la société Eshigoya, même les estimations les plus généreuses estimaient les nobles de la haute société à 100 000 pièces d'or au maximum. Sur cette base, les responsables et moi avons décidé d'un budget de 300 000 pour notre appel d'offres. Les 10 000 restants provenaient du paiement des matériaux de reconstruction et de l'argent offert par mes amis. La plupart des nobles, malgré leurs nombreux actifs, ne disposaient que d'environ 1000 pièces d'or en espèces. Vous envisagez d'acheter une ville entière? Hurla l'ouvreuse. Calmez-vous, je crains que vous n'ayez perdu vos manières. Je suis vraiment désolé. Les réprimandes du responsable calmèrent l'ouvreuse. De toute façon, je ne peux pas analyser autant de pièces. J'en prélèverai quelques-unes pour les inspecter. Pour l'instant, nous vous donnerons des billets correspondant au nombre que vous avez soumis. Sur ce, l'expert officiel prit 3 des 310 sacs pour commencer l'analyse. Enfin, veuillez jurer sur le nom du grand roi ancestral Yamato qu'il n'y a pas de contrefaçon dans vos pièces. Jurer sur le nom d'Hikaru me parut étrange, mais je m'exécutais. Je suppose que c'était le moyen le plus efficace de dissuader les menteurs dans ce royaume attaché aux rois ancestraux. Voici vos billets pour les enchères. J'acceptais les billets, qui représentaient chacun 10 000 pièces d'or, tout en écoutant les explications de l'ouvreuse. Chaque billet était marqué du grand chiffre 29, indiquant l'enchérisseur. Comme de nombreux enchérisseurs étaient anonymes, il était d'usage de les appeler par leur numéro. Lorsque vous lancerez ce cri, un utilisateur de magie du vent amplifiera votre voix dans toute la salle. Veuillez vous assurer qu'il soit bien visible. L'expert officiel me remit 6 billets de 10 000 pièces. Les 25 autres seraient apportés dans ma chambre plus tard. Et maintenant, les passants dans les couloirs s'écartèrent brusquement et s'agenouillèrent. Seigneur Kuro, c'est son Altesse le Prince. Nous devrions faire de même. Mademoiselle directrice rejoignit Tifalisa, l'ouvreuse, et les autres pour se placer respectueusement contre le mur. J'hésitais encore entre l'arrogance de Kuro et ma position de propriétaire de la compagnie Eshigoya lorsque mon regard croisa celui du prince aîné du royaume de Shiga, le prince héritier Sortorique. C'était un bel homme au visage intellectuel, qui paraissait avoir la trentaine. Ce masque et cette allure. Vous devez être le soi-disant Kuro, serviteur de sœur Nanashi le héros. En effet, je ne comprenais pas ce qu'il pensait au ton du prince. La réponse grossière de Kuro sembla mettre en émoi son entourage, qui s'écria de mon insolence. Le prince lui-même, cependant, ne sembla pas perturbé et leva la main pour les faire taire. Vous dites que vous ne vous soumettez à personne d'autre qu'à votre maître, Sir Nanashi? Je me tournai vers le prince en silence. HMPH. Je laisse de côté votre impolitesse en guise de remerciement pour votre travail auprès des démons de Labyrinth City. Continuez à aider le héros à travailler dur pour notre royaume. Malgré la volonté du prince d'ignorer l'impolitesse de Kuro, il y avait une contradiction que je tenais à souligner. Je tiens à clarifier une chose. Je m'adressais froidement au prince tandis qu'il passait devant moi. Nous travaillons pour protéger le monde du danger. Pas pour le bien d'un royaume. HMPH. Tant que cela profite à notre royaume, peu importe. Le prince rit d'un rire méprisant et s'éloigna. Son entourage me fusilla du regard, que j'ignorais, car c'était une réaction compréhensible dans leur position. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Le mien aussi. Miss Manager et Tifalisa posèrent leurs mains au sol, poussant de profonds soupirs de soulagement. J'imagine que j'ai dû les inquiéter. Désolé, je m'en occuperai mieux la prochaine fois. Vu l'âge du roi, ce serait une mauvaise idée de gâcher ma relation avec son héritier. Une fois que les deux jeunes filles ont retrouvé leur capacité à se tenir debout, l'ouvreuse nous a conduits aux 29 sièges des nobles, attribués à la compagnie Eshigoya. De la hauteur des sièges des nobles, on pouvait admirer toute la salle des ventes. Elle était disposée en éventail, comme un amphithéâtre universitaire. Il y avait environ 300 places assises, les sièges des nobles où nous nous tenions dépassant à mi-hauteur du mur comme un balcon. Il y avait une trentaine de sièges au total. Il était difficile de voir les sièges adjacents des nobles à moins de se pencher au-dessus du balcon, mais ceux de l'autre côté et plus loin étaient clairement visibles. De fins voiles de dentelle entouraient chaque siège pour protéger l'intimité des enchérisseurs. On dirait qu'il nous reste encore un peu de temps avant le début des enchères. Je vous invite à boire quelque chose? Tandis que Miss Manager vérifiait l'heure sur sa montre magique, Tifalisa jeta un coup d'œil à la clochette placée à l'intérieur de chaque place réservée aux nobles, sans doute pour appeler l'une des servantes qui attendait juste à l'extérieur.
Pas besoin. Tout en appréciant en secret la prévenance de Tifalisa, je tuais le temps en observant les sièges des autres nobles et en consultant le plan. Outre le prince, la famille royale occupait 3 autres places, dont le 5e prince. Le roi a vraiment beaucoup d'enfants, pensais-je en parcourant la liste. Il y avait 9 princes, dont 4 étaient déjà décédés. Le prince héritier, le 5e prince, le 8e prince et le 9e prince étaient en bonne santé, tandis que le 3e prince, Charoric, était en convalescence dans un monastère à la campagne. Il y avait encore plus de princesses, 13. Toutes les princesses adultes, à l'exception de la princesse Sistina, étaient mariées à de puissants nobles du royaume de Shiga ou à des familles royales d'autres royaumes. La plupart des princesses mineures étaient déjà fiancées. Compte tenu de la croyance désuète selon laquelle les femmes devaient rester à la maison, croyance qui semblait encore répandue dans le royaume de Shiga, la princesse Sistina se trouvait dans une situation délicate. Même si nous n'étions pas assez proches pour être considérés comme des amis, je voulais l'aider si je pouvais faire quoi que ce soit. Seigneur Kuro, il semble bien qu'il y ait ici plus de nobles influents que d'habitude. Il semblerait bien. J'avais été distrait par la famille royale et j'avais oublié de surveiller les sièges des nobles. Après avoir donné une réponse vague au directeur, je repris mon enquête. La majorité des nobles de souche présents étaient puissants, comme le vice-roi et son épouse de la cité Labyrinthe Célivra et l'épouse du comte Riton. Une majorité des seigneurs semblaient également participer, notamment le duc Ugouche, le duc Vistal et le marquis Eluette. Il y avait beaucoup moins de marchands, les représentants de quelques boutiques établies de longue date, comme la compagnie Gokut, n'occupant que 3 sièges dans la section des nobles. Le seul marchand Wisself Folk, Omimudori de la compagnie Sabé était au premier rang du premier étage, non pas dans les sièges des nobles. Il y avait aussi des ambassadeurs étrangers, venus de l'empire des Sagas et des régions occidentales. Je n'ai cependant pas vu le prince Smartis, un lutin du royaume de Blibroga. Il semblait curieux, et j'ai été surpris qu'il ne soit pas présent à un tel événement. Seigneur Kuro, la liste des articles à vendre et le reste des factures sont arrivés. Tifalisa apporta les documents déposés dans la section des nobles. On dirait que l'anneau de prière est le dernier, comme nous le pensions. Madame la directrice jeta un coup d'œil à la liste par-dessus mon épaule. J'acquiesçai, parcourant le reste de la liste depuis le haut. La première section comprenait des armes, des armures et des objets magiques, suivis de potions et de bijoux, et enfin de parchemins, d'orbes de cadeaux, etc. Alors, la copie de Clédiam est la première, hein? C'était l'une de nos propositions de la compagnie Eshigoya, ma tentative ratée de reproduire la fonction de vol de l'épée sacrée Clédiam Solui. J'avais utilisé un mécanisme de main magique pour faire voler les lames, mais c'était loin d'être aussi autonome qu'une vraie arme, et même sa vitesse de vol était bien plus lente. Bien que j'ai essayé d'améliorer cela avec des pierres et des runes de vent pour la propulsion, elle n'allait toujours pas aussi vite qu'une flèche et était facile à esquiver avant d'atteindre sa vitesse maximale. Franchement, elle était totalement défectueuse. Ils l'ont probablement mise en avant pour enthousiasmer immédiatement le public, car elle a reçu le meilleur accueil lors de la présentation au salon. Elle était si populaire. J'imagine que beaucoup de gens ont dû se laisser berner par son apparence élégante et ses caractéristiques techniques haut de gamme. Nous avons attendu environ 1 heure après avoir été conduits dans la salle. Finalement, une annonce a retenti, annonçant le début des enchères. Que la bataille commence. Le premier objet est l'épée volante pourpre Loi. Au cri du commissaire-priseur, des acclamations s'élevèrent du public. Une chanson épique commença à jouer. Je regardais autour de moi et remarquais qu'un petit orchestre s'était installé dans les coulisses pour assurer la musique d'ambiance. Quand lui a-t-on donné un nom aussi absurde? Il n'avait pas encore de nom officiel. Luna a dû se l'approprier. Je lui ferai une petite leçon plus tard. C'est bon, de toute façon, elle ne sera plus à nous pour très longtemps. Luna, une membre du personnel passionné de loup de pierre, apparut sur scène avec l'imitation de Clédiam, elle, épée volante pourpre Loi, à la main. Il devait faire une démonstration avant de commencer les enchères. Plusieurs anneaux fabriqués avec la magie pratique flottèrent dans les airs, et l'épée volante pourpre s'échappa doucement des mains de Luna pour les traverser, accélérant pour atteindre une cible au bout. C'était assez impressionnant. Elle avait dû beaucoup s'entraîner. Oh, dès que l'épée atteignit sa cible, des acclamations secouèrent la salle des ventes à m'en faire mal au tympan. Je comprenais pourquoi cette démonstration allait bien moins ressembler à une imitation. Luna devait avoir un don pour les noms et la présentation. Et effectivement, 600 pièces d'or, 610. Les enchères commencèrent à 100 pièces d'or et montèrent en flèche. Au début, le duc Ugouche et le duc Vistal enchérissaient aussi, mais bientôt, ce fut une bataille d'enchères à 2 contre 1 entre le vice-roi de la cité marchande Tartumina et le comte Riton. Finalement, l'élan s'arrêta net, et le commissaire-priseur frappa le marteau, marquant la fin des enchères. J'imagine qu'on utilise aussi des marteaux pour indiquer une enchère gagnante dans ce monde.
Le 12e enchérisseur a remporté l'épée volante pourpre Lua pour la somme de 2030 pièces d'or. À en juger par le nombre, c'était sans doute le vice-roi de la cité marchande qui avait gagné. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Je dirais que c'est un prix approprié pour cette épée. Le gérant l'avait estimé à un prix comparable à celui d'un trésor national. Son prix élevé donna le ton pour les articles suivants, notamment les épées magiques et les armures magiques. Des prototypes de boucliers de défense, différents de ceux vendus à la compagnie Eshigoya, furent offerts à des chevaliers impériaux et au ministre de la guerre, le marquis Kelton. Nos articles se sont tous vendus à des prix exceptionnels. La gérante parut ravie. Je ne pouvais qu'être d'accord. La plupart des prototypes d'armes et d'armures excentriques se vendaient en moyenne 500 pièces d'or, et même les 5 épées magiques plaquées de mithril produites en série, appelées épées de champion, dont plusieurs centaines étaient déjà en circulation, se vendaient entre 350 et 400 pièces d'or. Mais si la première était une chose, j'ignorais totalement pourquoi la seconde atteignait un prix aussi élevé. Tifalisa répondit simplement, parce qu'ils ne savent pas quand ils auront une autre occasion d'en acheter une. On dirait que la demande est toujours bien supérieure à l'offre. Mais quand même, c'est une sacrée inflation. De l'inflation ? Tifalisa pencha la tête, adorablement confuse, alors je lui donnai une explication simple. Bon, passons au trésor que Rugissement du Dragon Rouge a acquis en vainquant un maître d'étage dans le labyrinthe de Célivra. Commençons par les armes et les armures. Le butin était divisé par catégories, car il s'agissait d'un mélange hétéroclite d'objets différents. Puisque ces butins étaient tous considérés comme des offrandes au roi, le vendeur était techniquement un représentant du royaume. Tout d'abord, l'épée magique de glace croc de branche de glace. La lame dispersait des cristaux de glace lorsqu'on la frappait, créant un bel effet. J'avais supposé que Gélil la garderait comme nouvelle épée, mais peut-être même que le chef du Rugissement du Dragon Rouge n'avait pas la liberté de le faire. Tu ferais l'envie des explorateurs de Mithril. On a bien captivé l'intérêt des enchérisseurs ? Le prix n'était pas aussi élevé que prévu. Il était à moins de 200 pièces d'or, même si sa puissance d'attaque était supérieure à celle des épées du champion. Monsieur Gélil avait l'air sombre dans la section du duc Vistal, parmi les sièges des nobles. Je n'ai pas le choix, alors. 250 pièces d'or. Je ne pus m'empêcher de lever mes billets et de lancer une enchère. Puisque les billets étaient là pour prouver la limite du budget de l'enchérisseur, il était parfaitement acceptable d'utiliser un billet de 10 000 pièces d'or pour faire une enchère plus basse. Mon enchère de complaisance sembla fonctionner. Les enchères suivantes montèrent à 260, puis à 270. J'en fis quelques autres pour porter le prix à environ 360 pièces d'or. C'est là que j'arrêtai l'enchère, car je sentais que l'autre enchérisseur allait abandonner si je poussais encore plus haut. Finalement, 2 autres ont continué à enchérir même après mon arrêt, portant le prix final à 372 pièces d'or. Pourtant, malgré tous mes efforts, le visage de Monsieur Gélil restait sombre. Ça n'a aucun sens. Peut-être pensait-il qu'une épée magique labyrinthique d'un maître d'étage se vendrait plus cher, puisque l'épée du champion juste avant était partie pour 402 pièces d'or ? Bon, c'était logique. J'ai hoché la tête en entendant les mots du gérant. Ou peut-être, Tifalisa a réfléchi. Aurait-il pu engager un intermédiaire dans l'espoir de l'utiliser lui-même ? Oups, je n'y avais pas pensé. Si c'était le cas, je lui avais peut-être rendu un mauvais service. C'est pourquoi je n'ai pas fait d'enchère sur les autres objets du Rugissement du Dragon Rouge, mais le premier objet vendu à un prix relativement élevé a également fait grimper les autres à un prix supérieur à la moyenne. Je n'avais pas besoin d'avoir de telles réserves sur le butin de l'équipe Pendragon, alors quand ils sont arrivés ensuite, j'ai tout donné sur les enchères, en partie juste pour me divertir. Cela a semblé aider, le marteau de guerre en adamantite et la lance paralysante ont atteint des prix bien plus élevés que prévu. J'ai remporté une enchère sur l'une des bâtonnets de tonnerre, principalement pour éviter d'être critiqué pour ne rien avoir obtenu. Le bâtonnet de cristal de tonnerre, isolé, a déclenché une guerre d'enchères acharnée entre 3 utilisateurs de magie de foudre des 33 bâtons de Shiga, à laquelle j'ai décidé de rester à l'écart. Je comprenais leurs sentiments. La perle de tonnerre qui servait de noyau au bâton de cristal de tonnerre était un objet incroyablement rare. Seigneur Kuro, êtes-vous sûr qu'il était judicieux de remporter une enchère ? 1 ou 2, ça devrait aller. Le règlement stipulait simplement que je ne pouvais enchérir que jusqu'à 310 000 pièces d'or sur un objet. Peu importait que mon total final soit légèrement supérieur. Bon, commençons la deuxième section. D'abord, le remède miraculeux que l'équipe Pendragon a gagné au maître d'étage. Des membres amputés au poison en passant par la pétrification, des maladies incurables à la malédiction d'un seigneur démon, cet élixir peut tout guérir. Nous commencerons à 50 pièces d'or. 200 pièces d'or. Avant même que le commissaire-priseur ait terminé sa déclaration, l'épouse du marquis Ashinon, vice-roi de Célivra, la cité labyrinthe, appela. 300 pièces d'or.
Le duc ou gauche fit une contre-enchère glaciale. 301 pièces d'or. Le marchand Wissel Folk, Monsieur Omimudori, surenchérit légèrement. 310 pièces d'or. 400 pièces d'or. Une maison de commerce établie de longue date fit une nouvelle petite augmentation, mais l'enchère suivante de l'épouse du vice-roi couvrit son attention. La marquise, d'ordinaire douce, semblait d'une intensité inhabituelle ce jour-là. Elle devait être désespérée de sauver son cher ami, l'ancien comte Poputema, de son état de mort. Je priais silencieusement pour sa victoire. Ça monte, n'est-ce pas? C'est vrai. Les enchères ralentirent après avoir dépassé les 500 pièces, ne laissant que la marquise et le duc ou gauche engagés dans une bataille acharnée. J'ai dépassé les 1000. Tifalisa retint son souffle, fascinée. Après une brève hésitation, l'épouse du vice-roi finit par faire monter le prix à 4 chiffres. Tous les regards se tournèrent vers le siège du duc ou gauche. Assise un peu plus loin, l'épouse du vice-roi lança un regard noir dans cette direction. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Le commissaire-priseur compta à rebours à partir de 3, puis frappa enfin le marteau pour annoncer la clôture des enchères. La marquise Ashinen poussa un soupir de soulagement et s'affala profondément sur son siège. Bravo, Madame Ashinen. Même si elle n'avait pas remporté l'enchère, j'aurais facilement pu lui préparer des élixirs après une nouvelle série de préparatifs. La marquise de Labyrinth City est vraiment impressionnante. Le directeur murmura avec admiration la femme qui avait remporté l'élixir pour 1000 pièces d'or. Même si, techniquement, nous avions offert l'élixir au roi, il prélevait des frais d'enchère et nous donnait le reste de l'or en récompense, ce qui me donnait l'impression d'avoir escroqué la femme du vice-roi. J'investirai les 1000 pièces d'or pour une cause qui profite à Labyrinth City. Alors, vous avez utilisé une potion aussi coûteuse sur Nehru et moi. Je jetai un coup d'œil et vis que Tifalisa pâlissait et rougissait simultanément. Ce n'est rien, c'est juste un élixir mineur que j'ai utilisé sur vos brûlures, pas un élixir. Bien sûr, bien sûr. Cette fois, Tifalisa semblait à la fois soulagée et déçue. J'étais impressionné par la subtilité de ses expressions. Ils ne valent qu'un quart d'élixir. Ce n'est pas grave, un quart. Mais ça fait quand même 250 pièces d'or. Il était rare que Tifalisa élève la voix ainsi. Tu vaux bien autant. Distraite par les enchères pour l'objet suivant, je n'ai pas réfléchi avant de lâcher cette réponse. Je devais être plus prudente. Mon talent de fabrication prenait le dessus dès que je baissais la garde. Tu crois, MRR? Tifalisa est devenue rouge jusqu'aux oreilles et s'est détournée, tandis que Miss Manager m'agrippait à la manche d'un air un peu maussade. Elles étaient toutes les deux émotionnellement instables aujourd'hui. Peut-être leur avais-je donné un peu trop de fil à retordre. Les remèdes universels et les potions avancées se vendent bien aussi. Elles se vendaient à peu près au même prix que les épées magiques. Même pour des objets sortis d'un labyrinthe, cette inflation devenait un peu inquiétante. Oui, ce genre de choses est difficile à trouver. Mais l'antidote universel de la compagnie Eshigoya marche bien aussi. J'ai hoché la tête vaguement en direction de Miss Manager et de l'étrangement compétitive Tifalisa. Ces dernières se vendaient entre 20 et 40 pièces d'or. Peu de gens savaient les fabriquer, et celles-ci étaient de très haute qualité, que j'avais fabriquées moi-même, ce qui expliquait probablement leur prix plusieurs fois supérieur au prix du marché. Alors les rumeurs selon lesquelles la compagnie Eshigoya vendait des produits capillaires réparateurs et des potions anti-épuisement étaient fausses. Une fois les enchères terminées, j'ai entendu quelques plaintes similaires depuis les sièges du premier étage. Oui, je crains qu'aucun des deux ne soit encore prêt à être vendu. Le premier est trop difficile à produire avec une qualité constante pour Anne et les autres, et les seconds sont tous rachetés par les fonctionnaires du château royal. Les potions capillaires de haute qualité étaient étonnamment difficiles à produire. Jetant un coup d'œil en direction des plaintes, j'ai aperçu quelques messieurs au cuir chevelu clairsemé, l'air déconfit. Bon, je vais augmenter la production. Comme Arisa me l'a dit un jour, donne-moi une tête avec des cheveux. Je devrais peut-être aussi améliorer un peu la puissance d'Anne et des autres alchimistes de la compagnie Eshigoya. Ça y est, enfin, tandis que j'étais perdu dans mes pensées, Tifalisa et la directrice Eleuthérina se sont soudain concentrées sur la scène avec une expression étrangement sérieuse. Avant que je puisse demander pourquoi, le commissaire-priseur a annoncé, ensuite, bijoux et œuvres d'art, ce qui a été accueilli par des cris et des acclamations aiguës. Ceci expliquait tout. Beaucoup de femmes s'intéressaient à ce genre de choses, et ces deux-là ne faisaient pas exception. En tendant l'oreille avec ma compétence, oui fine, j'ai appris que des joyaux miraculeux, comparables à ceux de Maître Gemma, étaient un prix prisé. Ah, nos joyaux, ce devaient être les pierres précieuses que j'avais produites avec le sort, objet de pierre. Exactement. Quand j'ai montré un échantillon au salon, j'ai eu du mal à bouger, tant les courtiers réclamaient une bonne affaire. Oui, je suis très curieuse de voir jusqu'où les nobles vont pousser les prix. Mademoiselle la directrice et Tifalisa ont immédiatement confirmé. La bague en saphir est la première, hein?
J'avais modifié un saphir en forme de bague, en ajoutant un anneau de pierre claire au milieu pour que le saphir brille d'une lumière florale lorsqu'il était chargé de magie. Les enchères ont commencé. À partir de 10 pièces d'or, les enchères ont augmenté par tranche de 10 pièces. Et pourtant, la valeur atteignit les 3 chiffres en un clin d'œil. Ils sont complètement fous, n'est-ce pas? Je ne peux pas leur en vouloir. Si vous possédiez une pierre précieuse pareille, vous feriez parler de vous dans la haute société et vous vous feriez plein de nouvelles relations. Les mots de Miss Manager expliquaient le raisonnement derrière cette folie. Pas étonnant que les jeunes nobles, qui valorisaient le statut social et les relations par-dessus tout, aient été déterminés à mettre la main dessus. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit vendue plus cher que les épées magiques. Le 17e enchérisseur a remporté la bague pour 503 pièces d'or. Le marteau s'abattit, suivi de l'annonce du commissaire-priseur. Il semblait que la gagnante de cette première manche soit l'épouse du comte Riton, très influente dans la haute société de la capitale royale. Les pierres précieuses suivantes furent toutes adjugées à des nobles de race, à des prix particulièrement élevés. La plupart d'entre eux ne coûtaient pas cher à produire, sauf ceux qui utilisaient des pierres claires et des diamants, mais cela ne semblait pas avoir d'importance. J'avais déjà promis de vendre des articles similaires à Madame Riton et à plusieurs autres. Mais comme ils étaient fabriqués sur commande avec les armoiries familiales, je ne voyais aucune raison de baisser le prix. Étonnant. Tout ça pour une certaine influence sociale? Ce n'est pas tout. Oui, tout le monde rêverait de porter une pierre précieuse comme celle-là au moins une fois dans sa vie. Tifalisa et Miss Manager poussèrent des soupirs d'admiration. Vraiment? Oh oui, dites-moi plus tard quel modèle vous avez préféré, alors. J'en ferai un pour chacun de vous. Vous en êtes sûr? Je le suis toujours. Je voulais les récompenser pour leur travail acharné et leur dévouement. De plus, ce serait assez facile de leur trouver des pierres précieuses à elles et au reste de l'équipe de direction avec un peu de magie. Hurrah! Eleuthérina, d'ordinaire raffinée, et Tifalisa, la calme, affichait un large sourire et se tapait même dans la main. Tandis que je les fixais, surpris par cette réaction inhabituelle, elles rougirent toutes les deux et retrouvèrent leur calme. J'étais simplement heureuse de les avoir rendues si heureuses, cependant. Tandis que j'observais avec tendresse la directrice Eleuthérina affichant un large sourire et Tifalisa luttant en vain pour dissimuler le sien, je restais attentif à la deuxième partie des enchères. Bien qu'il y ait eu quelques sculptures et peintures qui auraient probablement ravi Tama et Nana, j'ai dû les laisser de côté en raison des prix spéculatifs exorbitants. Je choisirais de jolis cadeaux pour elles dans une galerie d'art ou un magasin de peluches spécialisé. Et puis, enfin, la troisième partie a commencé. L'anneau de prière était enfin disponible. Ce serait le tout dernier, bien sûr, mais j'étais toujours intéressé par d'autres offres, notamment les parchemins et les orbes de cadeaux. L'enchérisseur numéro 310 a remporté le parchemin du pigeon d'invocation pour 20 pièces d'or. Même aux enchères, le caractère unique des parchemins signifiait qu'ils n'étaient prisés que par les amateurs, les militaires et les personnes liées aux ateliers de parchemin comme le vicomte Siemon. De ce fait, leurs prix n'ont pas grimpé très haut. Encore le numéro 310. Ils ont tout gagné sauf les 3 parchemins de magie fantôme. C'est peut-être le mandataire de Sir Pendragon? Tifalisa était perspicace, comme d'habitude. Elle avait deviné juste, l'enchérisseur 310 était le mandataire que j'avais engagé. J'avais donné un budget de 1000 pièces d'or pour acheter des parchemins et des orbes de dons. Les 3 parchemins de magie fantôme sur lesquels mon mandataire n'avait pas enchéri sont allés au vicomte Siemon, qui tenait un atelier de parchemin dans l'ancienne capitale. Au fait, il comprenait le parchemin de création de morts-vivants inférieurs que le groupe de Gélil avait obtenu du maître d'étage et 2 produits de M. Omimudori, invocation de fantômes inférieurs et invocation de morts-vivants inférieurs. Le prochain devrait être un peu plus populaire. Tu crois? C'est le sort de magie spatiale transfert de matière qui est censé déplacer de petits objets, non? Et comme il est à usage unique, je ne vois pas d'usage unique. Certes, cela ne servirait à rien pour combattre des monstres. Vous avez raison, il n'y a pas beaucoup d'enchères. Un dilettante monta jusqu'à 15 pièces d'or, après quoi les enchères se sont jouées entre mon mandataire et M. Omimudori. Ce Weaselfolk est à la tête de la compagnie Sabé, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le vicomte Pendragon lui avait déjà acheté des parchemins. Peut-être espère-t-il les revendre au vicomte? Dans ce cas, j'aurais mieux fait de laisser mon mandataire attendre que le prix grimpe. Je ne pouvais pas vraiment lui donner d'ordre dans cette situation, cependant. Je ne pouvais que regarder le prix grimper, et finalement mon mandataire l'a acheté pour 45 pièces d'or. Je suppose que même M. Omimudori n'était pas sûr que je lui achèterais un parchemin à ce prix-là. C'était le dernier des parchemins. Ensuite, il y avait les orbes de dons. Il s'agissait d'objets spéciaux sortis des coffres au trésor après avoir vaincu des maîtres d'étage, des objets à usage unique qui conféraient à leur utilisateur une nouvelle compétence. La résistance au poison semble très populaire, observa Tifalisa. Les nobles doivent s'inquiéter de l'empoisonnement,
surtout s'ils ont beaucoup d'ennemis, expliqua Miss Manager. Je suis sûre que c'est pour ça qu'ils prennent les enchères si au sérieux. Plusieurs nobles se disputaient la meilleure enchère, notamment le duc Vistal, qui avait failli être assassiné à 2 reprises récemment. Mon mandataire a remporté les 2 orbes proposés avant celui-ci, résistance à la paralysie et magie de l'eau, pour respectivement 102 et 162 pièces d'or. Elles étaient également assez populaires, mais pas autant que la résistance au poison. Avant la magie de l'eau, il y avait un orbe de magie de la lumière, vendu 319 pièces d'or, car c'était une compétence magique nécessaire pour un chevalier sacré. Ah, on dirait que les enchères sont terminées. 231 pièces d'or? Pas aussi cher que je le pensais. Si le prix montait encore, il serait plus rentable d'acheter des antidotes magiques, surtout que vos descendants pourraient aussi les utiliser. Cependant, ces antidotes n'étaient pas aussi efficaces. J'imagine que toute personne en danger aurait probablement voulu les 2. L'objet suivant est l'orbe de don ultime. C'est une compétence mythique qui n'a jamais été vue sous cette forme. Même à cette heure avancée de la journée, le commissaire-priseur était toujours aussi énergique. Ce n'est rien d'autre que... Il marqua une pause théâtrale, attendant l'attention de toute l'assistance avant de poursuivre. La preuve d'un maître épéiste, la seule et unique lame sortilège. WAOOO. Un chœur de cris à glacer le sang s'éleva chez les épéistes et les nobles intéressés par ce genre de choses. Je ne pouvais pas leur en vouloir. La lame sortilège, c'est pratique. Ça réduisait vraiment le temps passé à nettoyer ou huiler sa lame. Non, je ne pense pas que ce soit exactement la raison. Mademoiselle Manager parut déconcertée. Maître, tout va bien? Arisa m'a contacté par le téléphone, un sort de magie spatiale. En fait, comme j'entendais de faibles bavardages en arrière-plan, ce devait être du talking tactique. J'ai entendu des cris stridents dehors. Ils ont déjà atteint l'anneau de prière? Non, c'était un orbe de lame magique. Le ministre militaire, le marquis Kelton, et le vice-ministre, le comte Bopan, échangeaient des offres à toute vitesse. Je suppose qu'aucun d'eux ne possédait la compétence « lame magique ». L'anneau de prière est le suivant. C'est presque l'heure, alors. Ouais, presque l'heure. Bientôt, je pourrai enfin libérer Arisa et Lulu de leurs gestes. Techniquement, je n'avais aucune preuve tangible que cela fonctionnerait, mais le pouvoir d'un dieu pouvait sûrement briser une ou 2 malédictions. Je crois en vous, maître. Maître, je crois en vous aussi. Les paroles d'Arisa furent suivies de près par celles de Lulu, puis tous les autres se sont joints à moi pour m'encourager. Merci, je promets de ne pas échouer. Jurant victoire, j'ai coupé la communication avec Arisa et les autres. Maintenant, je ferai mieux de contacter Hikaru avant que les choses ne s'enveniment. OUAIS. Maintenant, je peux utiliser la lame magique, aussi. Juste au moment où je terminais ma conversation avec Hikaru, j'entendis le marquis Kelton hurler de triomphe. Des larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'il prenait une pose triomphante parmi les nobles. Il devait vraiment vouloir la compétence, lame magique. D'après les rapports précédents et les totaux obtenus jusqu'à présent, je crois que nous avons éliminé 5 ou 6 concurrents pour l'anneau de prière. Tifalisa me montra la liste. Elle avait soigneusement noté toutes les enchères gagnantes pendant tout ce temps. Bien, comme nous l'espérions. Au bout d'un moment, je réalisais que ce n'était pas suffisant et ajoutais. J'apprécie votre travail acharné, Tifalisa. La mélodie de fond de l'orchestre passa d'un thème entraînant à un thème plus mystérieux. Un prêtre supérieur âgé et un jeune prêtre possédant la compétence « coffre à objets » apparurent sur scène. Il y avait 5 prêtres du temple Parion différents possédant la compétence « coffre à objets » dans la salle des ventes, probablement pour dérouter les voleurs potentiels. Seigneur Kuro, gagnons cela à tout prix. Bien sûr, j'ai hoché la tête fermement vers eux. Et maintenant, le dernier objet du jour. Une bénédiction divine mise en vente par le temple de Parion, un trésor légendaire qui incarne le mot miraculeux. Le commissaire-priseur a prolongé le débat, l'air extatique. On a compris, il suffit de commencer. Rempli de miracles comparables à la magie de prière, réservée aux plus grands archevêques et pontifes. C'est l'anneau de prière. Impatiente jusqu'à l'irritabilité, j'ai laissé les divagations du commissaire-priseur entrer par une oreille et sortir par l'autre. L'anneau de prière est scellé dans le coffre du sceau du dragon, qui ne peut être ouvert que par le grand prêtre du temple de Parion. Madame la directrice m'avait parlé du coffre-fort diabolique connu sous le nom de coffre du sceau du dragon lorsque nous discutions du vol de l'anneau de prière. Si on essayait de l'ouvrir sans connaître la séquence exacte, le trésor qu'il contenait serait emporté hors de portée. Alors, cher prêtre, si vous voulez bien. Le prêtre sortit de la boîte à objets un coffre cubique étrangement décoré et le tendit au vieux prêtre en chef, qui le cacha derrière les manches de sa robe tout en le manipulant. « Oh, regardez-moi ça, c'est si brillant !» s'exclama le commissaire-priseur d'un ton théâtral. « Quelle lumière éblouissante! Oui, c'est l'anneau de prière, dans lequel sommeillent les miracles célestes. »
Le prêtre en chef montra l'anneau à la foule. Mon écran de réalité augmentée confirma qu'il s'agissait de l'anneau de prière. J'y ai apposé un marqueur, par précaution. Juste à ce moment-là, j'ai vu une ombre sombre s'approcher du prêtre en chef depuis les coulisses, cherchant l'anneau. Un voleur. Seigneur Kuro, je l'ai. J'ai utilisé ma main magique toujours active pour tirer le voleur hors de l'ombre. Cela sembla déstabiliser la silhouette. Elle atterrit loin du vieux prêtre, heurta le sol et disparut. Voleur, appelez les gardes. Pendant que le commissaire-priseur appelait les gardes, le vieux prêtre rangea rapidement l'anneau de prière dans le coffre-sceau du dragon. Il contenait visiblement des objets d'une autre dimension, comme un sac de garage. Sur ma liste de marqueurs, l'anneau de prière se trouvait maintenant dans une zone sans carte. Craignant de le perdre de vue, j'en plaçai également un sur le coffre-sceau du dragon. Veuillez excuser cette intrusion indécente. Maintenant, commençons les enchères. Malgré l'incident, les enchères se déroulèrent comme prévu. Nous commencerons à 100 pièces d'or. Dès que le commissaire-priseur eut pris la parole, les enchères fusèrent du premier étage. Elles augmentèrent progressivement, de 1 à 10 pièces d'or. Je suppose que nous n'étions pas les seuls à être ici aujourd'hui pour cet objet précis. 500 pièces d'or. Juste au moment où les enchères dépassaient les 300 pièces d'or, une enchère fut lancée depuis les sièges des nobles. Cela fit grimper le prix encore plus haut. Lorsqu'il dépassa les 1000 pièces d'or, je levai ma carte. 2000 pièces d'or. Cela a provoqué une certaine agitation dans la salle des ventes. Doubler le prix sans raison apparente était peut-être un peu excessif, mais cela a suffi à intimider la foule. 2001 pièces d'or. 2200 pièces d'or. 2300 pièces d'or. 2301 pièces d'or. Les enchères se succédaient. Il y avait assurément beaucoup de concurrents qui se défendaient encore. L'ancienne compagnie marchande avait commencé à augmenter les prix par petites tranches, ce qui signifiait qu'elle allait probablement bientôt se retirer. J'ai continué à augmenter les prix de 100 pièces à la fois pour éviter de laisser la situation dégénérer et d'augmenter considérablement les enchères dès le départ. Il y a encore beaucoup de concurrence. En effet, le prix avait déjà atteint 3900 pièces d'or. Juste à ce moment-là, on a frappé à notre porte. Je vais voir qui c'est. Tifalisa s'est levée pour examiner notre visiteur maladroit. Pendant ce temps, j'ai levé ma carte et j'ai crié « 4000 pièces d'or ». Attendez une minute. J'entendis la voix alarmée de Tifalisa et des palourds s'approcher de moi. Notre visiteur impoli était un membre de l'entourage du prince. On dirait que les gens du prince n'ont aucune politesse. 4300 pièces d'or. Tiens, toi, c'est impoli de détourner le regard quand on a un invité. Résistant à l'envie de dire « Tu es quelqu'un qui parle », je le fusillai du coin de l'œil. Son Altesse veut l'anneau de prière. Ah oui, ce n'était pas vraiment une surprise. Il enchérissait depuis un moment. 4600 pièces d'or. Espèce de chien, tu ne m'as pas entendu? Quoi? Ton maître t'a ordonné d'enfreindre le règlement pendant la vente aux enchères? N'appréciant pas la menace à peine voilée, j'allai droit au but, ne lui laissant aucune excuse. Ce serait une chose que le prince lui-même vienne me le demander pour une urgence vitale, mais je n'allais pas laisser passer une occasion de libérer Arisa et Lulu pour une absurdité vague. Comme si un noble prince pouvait faire une chose pareille. Alors, tu fais ça tout seul. 4800 pièces d'or. Je n'allais pas aider ce lèche-bot à marquer des points. Va-t'en, je n'ai rien à faire avec toi. Plébéien. Comment oses-tu te moquer du fils aîné du vénérable comte Imédion? L'idiot s'est jeté sur moi avec une épée. Sans me relever, j'ai saisi la lame entre deux doigts, je l'ai arrachée des mains et je l'ai frappé avec le bout de ma compétence, intimidation. Un peu agacé, je n'ai pas hésité. La pression à bout portant de ma compétence l'a fait s'écrouler au sol, l'écume aux lèvres. 5000 pièces d'or. Le nombre d'enchérisseurs diminuait. Le duc Vistal semblait avoir abandonné la compétition. Seigneur Kuro, vous allez bien? Ne vous inquiétez pas, je viens de mater un voyou qui m'a menacé. De toute façon, je ne l'avais même pas touché. 6000 pièces d'or. 6100 pièces d'or. Oh là là, vous atteignez votre limite? 7000 pièces d'or. Comme nous approchions de la ligne d'arrivée, j'ai augmenté l'enchère de 1000 pièces. Puis, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu le visage affligé du gérant. Nerveux? Oui, eh bien, le prince Sortoric est un grand homme qui fait toujours passer le royaume en premier, mais il est aussi connu pour être impitoyable envers ceux qu'il considère comme des ennemis. Quel homme mesquin! Si vous voulez devenir roi un jour, vous devriez vraiment avoir assez de charisme pour transformer même vos ennemis en alliés, à mon avis. 7100 pièces d'or. Le prince refit une enchère. Il était pâle, comme s'il perdait pied. Contrairement à un roi, un prince ne disposait probablement pas d'une réserve d'argent illimitée. Alors, y a-t-il d'autres enchères? Le commissaire-priseur commença le compte à rebours. Je suppose que, pour le bien de la compagnie Eshigoya, je ferais mieux de me retirer. Seigneur Kuro. Oh, c'est horrible. Je tapotai doucement l'épaule du directeur et de Tifalisa, l'air mécontent. Maintenant, Hikaru, c'est tout pour vous. 10 000 pièces d'or. Aussitôt,
Une voix claire retentit du premier étage de la salle des ventes. Quoi, ma compétence, oui aiguë, capta le cri de surprise du prince. Dernières enchères, 10 pièces d'or. Visiblement, le prince était à court d'options. 20 000 pièces d'or. Putain, vous. L'enchère enjouée d'Hikaru fut accueillie par un cri étranglé du prince, penché au balcon. Levant les yeux, Hikaru le remarqua et lui fit un signe de la main désinvolte. Déduc Mitsukuni. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Le murmure du prince ne parvint probablement pas jusqu'aux oreilles d'Hikaru. Y a-t-il d'autres enchères? Aucune? Le commissaire-priseur semblait affligé, probablement à cause du cri du prince. Eh bien, s'il n'y a plus d'enchères, je lance le compte à rebours. 3, 2, 1, il n'y a vraiment plus d'enchères? Le prince lança un regard furieux au commissaire-priseur, le visage levé. Tiens, ce n'est pas sa faute. C'est vendu, alors, l'enchérisseur numéro 325 a remporté l'anneau de prière pour 20 pièces d'or. Le commissaire-priseur était si perturbé qu'il en oublia de prononcer la partie des 1000. Un fonctionnaire accourut et lui murmura à l'oreille, l'obligeant à se reprendre. Des excuses. L'enchère gagnante était de 20 000 pièces d'or. Mission accomplie, Ichiru. Merci, Hikaru. Je suppose qu'on n'avait pas besoin de ces 2 millions de pièces, finalement. Sans blague, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais tout est bien qui finit bien. J'avais fait venir Hikaru juste avant les enchères pour l'anneau, au cas où des nobles et des marchands découvriraient ma limite d'enchères et comploteraient pour réunir plus d'argent ou de billets que moi à la dernière minute. Cela signifiait que la fureur du prince pourrait se retourner contre Hikaru plutôt que contre la compagnie Eshigoya, mais j'espérais que cela n'arriverait pas, car elle n'avait pas été contrainte par un membre de son entourage comme moi. Au bout du compte, j'étais sûr que son pouvoir royal ancestral lui permettrait de passer. Et sinon, je devrais venir à la rescousse. Allons-y. Oui, Seigneur Kuro, nous avons quitté les sièges du noble, laissant l'homme inconscient sur le sol. Mais alors que nous nous dirigions vers la porte, la lumière s'est éteinte derrière nous. Le coffre a disparu. Le cri paniqué du vieux prêtre a résonné dans la salle des ventes plongée dans le noir complet.